Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir sur Sud Radio, je vais ouvrir un nouveau dossier historique. Il concerne un des plus grands personnages de l'histoire de France. Il s'agit de Napoléon Bonaparte, empereur des Français, ou plutôt, il s'agit de son alter ego, son double, son jumeau d'âme, ou encore, comme le qualifie mon invité ce soir, son âme double. René-Paul Guillot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et historienne et l'auteur d'un livre intitulé Jomini, l'âme double de Napoléon, un livre qui est paru aux éditions Alphée Jean-Paul Bertrand. Alors, j'avoue que personnellement, je ne connaissais pas l'existence de ce Jomini et encore moins entendu parler de son rapport si particulier avec l'empereur. C'est un fait connu des historiens. Non, pas en France. En tout cas, très peu en France. C'est bien sûr connu en Suisse, mais vous savez, les Suisses sont très discrets, ils sont très modestes et ils ne parlent guère que de leurs grands hommes. Encore que dimanche dernier, je me trouvais dans la ville natale de ce Jomini, à Payerne, dans le canton de Vaud, où avait lieu une grande fête en son honneur, vernissage de son musée, etc. Mais les Français, puisque nous sommes en France, le connaissent très mal, encore qu'il soit enterré en France au cimetière Montmartre. Et qu'il ait été général français. Ah oui, et général russe également. Ce qui est absolument extraordinaire. Général français et général russe, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Oui. Et d'ailleurs, même pendant un laps de temps très court, en même temps, ce qui était assez extraordinaire. Enfin, on va suivre avec vous les pas de cet homme qui a eu une vie pour le moins extraordinaire. Et puis, la relation, vous allez nous décrire cette relation particulière, si étrange, qu'il y avait entre l'empereur Napoléon Bonaparte et cet homme Antoine-Henri Jomini. Vous restez avec nous, nous allons continuer à découvrir ce dossier si passionnant dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. René-Paul Guillot est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, journaliste, historienne. Je vous recommande vraiment avec beaucoup de plaisir ce livre Jomini, l'âme double de Napoléon, donc aux éditions Alphée. René-Paul Guillot, brossez-nous le portrait d'Antoine-Henri Jomini. Comme vous l'avez précisé lors de la présentation, il est né en Suisse. Il est né en Suisse en 1779. Il y a grandi, il y a fait de bonnes études, il en aurait pu faire de meilleures. Dès son enfance, il manifeste une très belle intelligence, une formidable mémoire, un peu semblable à celle de Napoléon. Et surtout, dès qu'il a 7 ans, un goût étrange pour la chose militaire. Oui, tout de suite, c'est venu vraiment très vite. Tout de suite, tout petit, il organise des défilés dans sa petite ville de Payerne autour d'une vieille et magnifique abbatiale du XIIIe siècle, avec tous ses petits copains, nantis de carabines à moineaux. Bon, ce goût de l'armée, de la chose militaire va se perpétuer lors de son adolescence, et cependant, ce n'est pas vers l'armée que va l'orienter son père, mais vers la finance et l'économie. Il va les étudier successivement à Bâle, à Paris, il est très bien doué, et à Paris, il fonde un cabinet d'agents de change, il n'a pas 20 ans. Mais en fait, il est beaucoup moins inspiré par les fluctuations de la finance que par les bulletins de guerre. Nous sommes à cette époque, au début du 19e, où Bonaparte est déjà un glorieux général. Et notre petit Antoine Jomini, petit, il a 20 ans, il est déjà très grand, mais pour nous c'est un jeune homme, et il suit sur la carte la montée des armées françaises, ponctuées de nos fameux monte-notes Millesimo, Arcole, Lodi, Rivoli, toutes remportées par un jeune général dont le nom claque déjà dans le vent de l'histoire, Bonaparte. Ouais. Alors, en fait, notre Jomini reste peu de temps, 18 mois environ à Paris, il repart en Suisse, car il a toujours songé à entrer dans l'armée et il va essayer de se faufiler dans l'armée helvétique. Il n'y parvient pas tout à fait, il y parvient, mais il y restera très peu de temps, et nous le retrouvons surtout comme secrétaire du ministre de la guerre helvétique, Nicolas Répond. Chose étrange,
dans l'environnement de ce ministre, il rencontre très souvent un certain Frédéric César Delarpe qui lui conte ses souvenirs de Russie. Car ce Frédéric Delarpe, qui est un républicain mesuré, a été choisi par la grande Catherine. Oui, pour être le précepteur de celui qui va devenir Alexandre. Pour être le précepteur du futur Alexandre Ier, qui jouera un rôle éminent dans la vie de Jomini et de Napoléon, mais cela, Jomini l'ignore encore. Ouais. Jomini écrit beaucoup. Ce sera l'un des plus grands écrivains militaires de son temps et ses écrits restent encore, sont très connus de toute notre armée, de l'armée allemande, des armées européennes, de tous les états-majors. Et il écrit un traité des grandes opérations stratégiques. Il pense que c'est génial et d'ailleurs ça l'est. Il n'arrive pas à le faire éditer. Il rend visite à tous les grands généraux de l'Empire français car peu à peu la France est devenue un empire dès 1804 avec la montée du Petit Corse sur le trône sous le nom, nous le savons, nous le connaissons, de Napoléon Ier. Et un beau jour, il rencontre le maréchal Ney. Et le maréchal Ney, vous pouvez imaginer le brave des brages avec sa perruque toute rouge, s'emballe littéralement pour le jeune Jomini, en qui il reconnaît une sorte de génie. Il l'intègre dans l'armée. Jomini devient l'aide de camp du maréchal Ney. Décrivez-nous le caractère d'Antoine-Henri Jomini, la personnalité qu'il avait. Alors, la personnalité, d'abord une très belle intelligence. Oui, Ensuite, clairement, brillantissime. Pardon ? Brillantissime, je dis vraiment. Brillantissime, oui, c'est le surdoué. Oui. Ensuite, pas commode du tout. Il a un caractère de chien domptable, indompté, et malgré ses apparences quelquefois un peu rudes, il est d'une extrême sensibilité. Aussi toute sa vie se jugera-t-il mal aimé, incompris. Mais il a un don très particulier que va reconnaître très bientôt l'armée française et qui bouleverse littéralement Ney. Il voit, il ne connaît pas encore Napoléon, il ne l'a pas encore rencontré, il voit dans l'esprit, dans la pensée, dans l'âme de Napoléon. C'est-à-dire que, par exemple, peu avant Marengo, il se trouve dans une auberge de Berne avec l'état-major français, quelques officiers italiens et suisses. Et l'on discute ferme sur l'armée qu'exerce Napoléon dans les environs de Dijon. Que va-t-il en faire ? Les options militaires, oui. Il va probablement passer par Nice pour vaincre Mélas. D'autres affirment que c'est sur le Danube qu'il va attaquer l'archiduc Charles. Et tout à coup, un jeune officier, qui n'est autre que Jomini, sanglé dans son uniforme neuf, se lève et d'une voix cassante, il n'est pas commode, déclare « Mais non !» Et il fait comprendre aux vétérans de l'armée qu'ils n'ont rien compris. Napoléon n'ira ni à Nice ni sur le Danube. Il va traverser le Valais, franchir comme jadis Hannibal, mais sans les éléphants, le Grand Saint-Bernard, et il remportera la victoire entre Gênes et Milan en Italie. Or, tout le monde est suffoqué, sidéré, mais espèce de blanc-bec, de quoi vous mêlez-vous ? Vous n'avez jamais vu le feu. Ne contredisez pas les vétérans, mais néanmoins, 3 mois plus tard, Napoléon traverse le Valais, franchit le Saint-Bernard et remporte la victoire de Marengo. Par la suite, auprès du maréchal Ney, Jomini va être un devin extraordinaire. Il prévoit tous les plans de l'empereur alors que l'on n'a aucun message du souverain. Il annonce les ordres, il les fait exécuter. Et l'armée française, très vite, va dire il est le devin de l'empereur. Ça arrive très rapidement, ce surnom, la manière dont on l'appellera le devin de l'empereur. Oui, dès les premiers mois où il joue le rôle d'aide de camp de Ney, immédiatement il annonce les ordres. Et ce don va se démultiplier dès qu'il connaîtra Napoléon, qu'il va rencontrer durant la campagne d'Allemagne en 1805. Et c'est très curieux. À cette époque, l'histoire est intéressante. À cette époque, Ney, en Bavière, donc, a installé son QG, son quartier général, dans la cure de Kitzendorf, près d'Elchingen. Et Napoléon, ce jour-là, se trouve à quelques lieues de là, et il s'inquiète. Il a donné des ordres à son beau-frère, Murat, l'époux de Caroline. Mais il connaît bien Murat, il est étourdi, il ne comprend rien à rien, il est brave, mais ça ne va pas plus loin. Oui. Il a chargé Murat de transmettre les ordres à Ney. Oui, mais
Murat les a-t-il transmis? Napoléon s'inquiète. Il va donc prendre son cheval et malgré l'ouragan qui tonne sur la Bavière, il arrive à la cure d'Affligem. Or, s'il savait, il serait tout à fait rassuré, car effectivement, Ney n'a pas reçu d'ordre, s'est inquiété, Jomini n'a rien dit, mais lui, il a transmis les ordres, il les a fait exécuter aussi bien, peut-être mieux, peut-être que ne lui fait Napoléon. Ouais. Et racontez-nous parce que ça c'est intéressant, la première rencontre justement entre Napoléon et Jomini. Alors justement, ça s'est passé dans cette fameuse cure de Kissendorf. Ouais. Napoléon, donc s'inquiétant, se dit je traverse la Bavière, pour lui ça ne fait que quelques lieues, il arrive dans la cure de Kissendorf. Curieux, il n'y a personne dans la cure. Si, il y a quelqu'un, Jomini, mais Jomini qui était épuisé, qui n'en pouvait plus, qui s'est endormi et qui est réveillé par le bruit soudain. Il se précipite. Quel est donc cet intrus qui a osé forcer la porte de l'état-major, qui est crotté jusqu'aux genoux? Et puis, soudain, grâce à son tricorne et grâce à son mamelouk, il reconnaît l'empereur. L'empereur, lui, qui avait été averti de l'existence de Jomini, son devin, l'empereur pense à lui depuis très longtemps. L'empereur a toujours eu la certitude depuis son enfance qu'il partagerait sa gloire avec un inconnu qui serait en quelque sorte son jumeau spirituel, son jumeau psychique. Et lorsqu'il est devant Antoine-Henri Jomini, il sait que c'est lui, il s'agit de lui. Mais il est seul à savoir. Jomini est au garde à vous, il plonge ses yeux clairs dans les yeux clairs de l'empereur, mais il ne reconnaît pas qu'ils ont le même front haut, ce même regard pénétrant, ce même regard, ce même menton volontaire. Il soigne sa légende, cependant. Il est le devin de l'empereur. Un devin règne en quelque sorte sur son roi. Mm-hmm. Et quelque temps plus tard, alors que Jomini aura annoncé justement à Ney, la Prusse va nous attaquer. Mais Jomini, vous rêvez, les Prussiens n'ont aucune raison. Or, quelques jours plus tard, Jomini reçoit un ultimatum de Frédéric Guillaume. Bref, de multiples prophéties, si l'on peut ainsi parler. Et l'empereur décide de s'attacher Jomini, tout près de lui. Et il lui dit, bon, eh bien, Jomini, vous êtes attaché à mon service désormais, et à la façon de Napoléon, tout de suite, immédiatement, vous partez avec moi. Sire, répond Jomini, j'aimerais en prévenir Ney, et puis j'ai quelques documents à reprendre, mes équipages. Si votre majesté m'y autorisait, j'irai immédiatement chez Ney, et je rejoindrai votre majesté dans 4 jours à Bamberg. À Bamberg, l'empereur? Mais qui vous dit que je vous laisse aller à Bamberg? Jomini ne dit rien, mais il a ce petit sourire caustique, ironique, qui va exaspérer l'état-major français. Et Napoléon se calme et lui dit, bon, d'accord, rejoignez-moi à Bamberg, mais ne dites à personne. Chacun ignore que je voulais m'y rendre. Chacun ignore. Et Jomini, lui, l'a décelé, il a lu dans l'âme de l'empereur. Ouais. René-Paul Guillot, il faut quand même dire quelques mots concernant l'empereur Napoléon, qui avait, j'allais dire, le goût du merveilleux, ou peut-être est-ce qu'il tenait cela de ses racines corses, mais le sens de l'invisible, le sens aigu de la superstition, du merveilleux, et de capter les messages peut-être que le destin lui envoyait. Tout à fait. Je pense qu'il tenait ça peut-être de ses ancêtres corses, certainement aussi de sa mère, qui malgré un équilibre, une très grande solidité, a toujours pressenti le monde invisible. Et dès son enfance et dès sa jeunesse, Napoléon a été passionné par ce monde invisible. Lauduca, qui fut un grand écrivain, qui fut un excellent ami et l'auteur du journal secret de Napoléon Bonaparte, un livre remarquable, Lauduca, qui était un très bon ami pour moi, me disait avoir retrouvé des documents par lesquels il semblerait que le jeune Napoléon, âgé de 9 ou 10 ans, un peu avant 10 ans, était encore en Corse, et un été il faisait très chaud, il est monté sur la colline
Et puis il s'est endormi, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, il se serait vu, comme dans les rêves, s'envoler au-dessus de la mer. Dans un rêve, on fait n'importe quoi. Ouais. S'envoler au-dessus de la mer, arriver dans un pays tout à fait inconnu, avec des sapins, de la verdure, des lacs, qui manifestement étaient la Suisse, et pénétrer dans une toute petite ville avec une vieille abbatiale. Et il entendait le nom de cette petite ville, Payerne. Et puis, comme on fait dans les rêves, il passait à travers les murs. Et il est entré dans une maison où se trouvait un berceau. Dans ce berceau, il y avait un tout petit enfant. Napoléon aimait bien les petits-enfants. Il y en avait beaucoup dans sa famille. Il s'est penché sur ce berceau, il a vu l'enfant et on lui a murmuré « Jomini ». Et d'emblée, Bonaparte aurait su que ce Jomini n'était autre que lui-même. À partir de là, il a beaucoup lu. Il a beaucoup cherché et il a retrouvé ce qui pourrait être le mystère de l'âme double. Imaginons, on peut y croire ou pas, mais nous en avons des exemples dans l'histoire. Imaginons que deux âmes coïncident totalement. Ça n'est pas impossible. On trouve ça quelquefois dans l'amour ou dans la grande amitié. Mais plus encore, imaginons qu'une âme peut se démultiplier. Une âme n'est pas une, on ne peut pas la compter comme un corps humain. Supposons qu'une âme soit si riche, si lourde, qu'elle ne puisse s'exprimer dans notre monde par un seul être humain, et qu'elle se départage. Et ainsi, la seule âme s'incarnerait en deux êtres, séparés ou déchirés peut-être par l'aventure de deux vies. Oui. Ce que vous venez de nous dire, ce rêve qu'aurait fait Napoléon à l'âge de 9 ans, sur une colline quelque part en Corse par un chaud après-midi d'été, c'est un fait historique. Cet ami historien vous en a parlé, il a été consigné quelque part ? Je ne sais pas s'il a été consigné. Lui m'en a parlé, me disant qu'il en était certain, mais c'était aussi un romancier. Et en tout cas, il raconte l'histoire dans son journal secret de Napoléon Bonaparte, qui a été réédité par Phébus et qui est un chef-d'œuvre admirable, un chef-d'œuvre de style, d'intelligence et de compréhension de l'esprit de l'histoire. Et qui, si vous voulez, il y a deux sortes d'histoires. L'histoire événementielle, qui est très très importante, les dates, les événements. On est bien obligé de s'appuyer dessus. Mais au-delà des dates et des événements, il y a les hommes. Et l'autre du corps, comme moi-même d'ailleurs, tout en nous appuyant sur les dates et les événements, aimions bien comprendre l'esprit de l'histoire et le rêve des hommes. René-Paul Guillot, une première pause, on se retrouve dans quelques instants pour approfondir ce concept que vous nous proposez d'âme double, pour que vous nous disiez exactement ce que cela signifie comme relation entre deux personnes qui auraient la même âme. Je simplifie volontairement, on va développer après. Tout à fait. Et à travers les exemples comme ça qui ont émaillé l'histoire d'Antoine-Henri Jomini et celle de Napoléon Bonaparte, on va essayer de toucher du doigt ce concept que vous proposez, l'âme double. À tout de suite. L'âme double de Napoléon, c'est Jomini, l'âme double de Napoléon, c'est le titre du livre de mon invité ce soir, René-Paul Guillot. C'est aux éditions Alphée Jean-Paul Bertrand. Vous retrouverez évidemment toutes les coordonnées de ce livre sur le site internet psylande.org. Vous allez pouvoir télécharger après sa diffusion cette émission pour l'écouter où bon vous semble. Psylande, ça s'écrit PSILAND.org. Revenons donc à nos moutons, à nos deux hommes, René-Paul Guillot. D'un côté, Antoine-Henri Jomini, Suisse, né à Payerne, et de l'autre côté, Napoléon Bonaparte, né en Corse avec le destin qu'on lui connaît évidemment. Alors, vous dites dans le titre de votre livre, âme double de Napoléon. Veuillez un peu plus approfondir ce concept d'âme double. Vous avez dit tout à l'heure, comme si une âme était trop riche, trop dense pour habiter un seul corps, et qu'elle se divise en deux et qu'elle se retrouve donc dans deux personnes différentes. En l'occurrence là, Jomini d'un côté, le Suisse, et Napoléon Bonaparte, le Corse français de l'autre. Voilà, exactement. Alors, si vous voulez, ce n'est pas moi qui invente le concept de l'âme double. Elle a existé depuis toujours et nous en trouvons des exemples dans notre histoire politique et dans notre histoire religieuse. On va choisir deux de ces exemples si vous le voulez bien. Avec plaisir. Alors, politique, eh bien, l'histoire d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a un
général en chef et qui est en même temps son conseiller, qui lit en lui. Cela, c'est l'histoire. Nous en trouvons des traces, nous en trouvons une véritable documentation chez tous les historiens, chez tous les biographes d'Alexandre. Et l'armée d'Alexandre affirme, j'emploie les mots exacts, que ce double Héphaïstion lit dans le cœur de l'empereur. Et de fait, Héphaïstion est beaucoup moins connu dans l'histoire. Celui qui tient le devant de la scène, c'est Alexandre. Dans une âme double, il y en a toujours un qui tient le devant de la scène, mais lequel des deux vaut l'autre, on ne sait pas trop. Comme dans les histoires de jumeaux. Ce ne sont pas des jumeaux. Ce que nous appelons généralement les jumeaux ressort du monde physique, de la pathologie. Oui. On naît le même jour, ils sont conformes au sang et au temps. Là, pas du tout. Deux êtres, une âme double, peut s'incarner dans deux êtres qui n'ont pas tout à fait le même âge. Napoléon a 10 ans exactement de plus que Jomini, et Alexandre et Héphaïstion, son double, n'ont pas le même âge. Or, quand Héphaïstion meurt, Alexandre est désespéré. Alexandre, on le sait historiquement, a déjà perdu des êtres qu'il aimait. Jamais il n'a manifesté un tel désespoir. Et pourquoi? D'abord, sentimentalement, peut-être, encore qu'Alexandre n'est pas un sentimental, mais parce qu'il sait très bien que Héphaïstion meurt, s'en est fait de lui-même et de son empire. Et à partir de la mort d'Héphaïstion, effectivement, les choses commencent à ne plus aller très bien pour lui, l'armée se révolte et lui-même va mourir 8 mois plus tard. Ce sera la fin de l'empire d'Alexandre de Macédoine. Oui. Là, c'est un premier exemple que vous nous donnez. Pouvez-vous nous en citer un second? Alors, oui, qui fait partie de notre histoire religieuse, qui est en même temps notre histoire. Il s'agit de Saint-Augustin. Saint-Augustin, et je crois on peut partager sa pensée ou sa foi ou non, mais je crois qu'il est vraiment parfaitement crédible. Et il a un disciple qui s'appelle Alyphus, un disciple qui lit en lui. Ils sont une âme double aussi. Et un beau jour, Saint-Augustin perd Alyphus. Il est désespéré. À ce désespoir s'oppose sa foi, qui sera son soutien, mais dans ses confessions, tel est le titre de son ouvrage, il évoque cet Alyphus et il dit « Sa mort m'a brisé, il était mon double, nous n'étions tous deux qu'une seule âme en deux corps ». On peut l'interpréter comme on veut, mais les mots sont tels, nous n'étions tous deux qu'une seule âme en deux corps. Est-ce que ce n'est pas une métaphore? Je ne pense pas. Ça pourrait être une métaphore. Ne nions pas que ça puisse être une métaphore. Seulement, le problème, c'est que le texte, le style de Saint-Augustin n'est pas un style de métaphore. C'est un homme extrêmement précis. Il a beaucoup écrit, il n'emploie pas de symboles, il n'emploie pas de métaphores. Et d'autres personnages, des Platon, des Pythagore, ont beaucoup cru à l'âme double et l'ont évoqué. Et puis, quelqu'un d'autre, qui est à la fois très connu et méconnu en France, qui est celui qu'on a appelé le maître Philippe de Lyon, qui fut un grand sage et qui est mort en 1905. Je dirais qu'il n'y a que 100 ans, c'est presque notre temps, et il a toujours cru à l'âme double, il en a parlé à ses élèves, et il l'a défini à peu près comme je vous l'ai défini, c'est-à-dire une extravagante coïncidence à laquelle il est difficile de croire. Mais vous savez, depuis l'apparition de mon livre, je me suis aperçu qu'il y avait des lecteurs qui croyaient à ce phénomène vraiment. J'ai reçu notamment la lettre d'un lecteur de la région parisienne et qui me disait qu'il avait été ému en voyant ce titre et qu'il avait immédiatement acheté le livre parce que lui-même a la certitude d'être une âme double et il sait de quel personnage il est l'âme double. Alors, je ne vous raconterai pas cette histoire, je la laisse discrète, mais enfin, je vous signale le fait. Oui. Alors, dites-nous maintenant, par différents exemples, ce que ça induit comme relation, en l'occurrence entre Antoine-Henri Jomini et Napoléon Bonaparte. Certes, on l'a bien compris, même si ces ordres n'arrivent pas au maréchal Ney, eh bien, l'aide de camp du maréchal Ney, Jomini, sait exactement à l'avance quels sont les ordres que va donner l'empereur et les fait donner, les fait exécuter, en y apportant même des améliorations. En apportant un plus, tout
Tout à fait. Ouais. Alors, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas qu'une question d'ordre. Ça va beaucoup plus loin. Il lit dans l'âme de Napoléon. À partir de 1806, il est donc devenu pratiquement l'aide de camp de Napoléon. Et ils vont vivre durant 7 ans botte à botte. On les verra sur toutes les routes d'Europe ensemble. Et ils se trouvent un jour en Allemagne, à Berlin très exactement. Et Bonaparte, Jomini, avec son petit sourire exaspérant de celui qui sait des choses que les autres ne savent pas, se penche vers l'empereur et lui murmure à l'oreille: Ah, la Pologne vous tente, sire. Et Napoléon sursaute. Il n'a jamais parlé de ce désir de la Pologne qu'il porte en lui. Et Jomini, une fois de plus, a lu dans sa plus secrète pensée. On a quelquefois l'impression que Jomini est une part de Napoléon. D'ailleurs, Napoléon, l'eau du cas le lui fait dire, Napoléon dira: il est mon autre moi-même. Il le dira surtout à Sainte-Hélène, il sera à Sainte-Hélène, dit que Jomini, surtout et après la mort de Napoléon, très curieusement, Jomini semblera perpétuer la trace de la mémoire de Napoléon, et l'ensemble des grands de l'époque qui viendront le visiter s'adresseront à lui comme il se fut s'adresser à l'empereur lui-même, avec le même respect, avec la même ferveur. On va parler de la carrière d'Antoine-Henri Jomini, parce que même si Napoléon avait peut-être un mélange de crainte, d'estime, d'amitié très profonde vis-à-vis de lui, ça ne l'a pas empêché de ne pas réussir à contenir ses maréchaux, ses généraux, Berthier en tête. Vous nous raconterez cela tout à l'heure, pour évidemment par jalousie briser la carrière de Jomini et pousser Jomini à rejoindre les rangs russes et Alexandre Ier. Mais je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Oui. On le sait depuis le départ, vous nous l'avez dit, Antoine-Henri Jomini était un esprit brillantissime, un surdoué. Bien, comme Napoléon. Deuxièmement, un sens aigu de la stratégie militaire. Vraiment, un génie de la stratégie militaire. D'ailleurs, ses ouvrages en attestent. Alors, est-ce qu'on ne peut pas émettre l'hypothèse suivante, c'est que Jomini étant surdoué, un stratège militaire exceptionnel, que grâce à cette intuition, à cette connaissance, à cette force, il puisse arriver aux mêmes conclusions que Napoléon, et voire même les devancer. Ce sont deux génies qui se rencontrent, en fait. Oui, tout à fait. Ce sont deux génies qui se rencontrent. Mais ce qui se passe d'intéressant, c'est qu'à un moment donné de leur histoire, ces deux génies, pour des raisons dont nous allons parler, ne communiquent plus tout à fait. Leurs deux âmes restent proches, mais elles ne s'emboîtent plus. Et à partir de là, quand Napoléon n'a plus l'appui de Jomini, c'est la fin de l'Empire qui peu à peu se désagrège. Tant que Jomini reste auprès de Napoléon, l'empereur tient en main les atouts maîtres de l'histoire. Mais le jour où Jomini passe au service d'Alexandre, puisqu'il passera au service des Russes, c'en est fini, et de l'empereur et de l'Empire. Pouvez-vous nous donner des exemples? Parce que jusque-là, on s'est cantonné dans des exemples dans un cadre militaire. Des ordres, alors, si vous voulez, des options. Jusqu'en 1809, l'empereur et l'Empire rayonnent sur l'Europe. En 1809, tous les personnages que nous connaissons autour de Napoléon sont toujours en place, même Joséphine. Et ce n'est qu'à fin 1809 que Napoléon divorce de Joséphine. Alors tous les historiens, l'ensemble en tout cas des historiens, va reprocher ce divorce à Napoléon comme si Joséphine avait été sa baraka, sa part de chance. C'est faux. Alors ils diront, mais si, c'est vrai, puisque la dernière victoire que remporte Napoléon se situe, c'est Wagram, en 1809, et à cette époque, et pour très peu de temps encore, Joséphine est encore sa femme. Moi je veux bien, seulement à cette époque-là, 1809, déjà Napoléon connaît des revers énormes et très importants en Espagne. Or, que s'est-il passé?
Il s'est passé qu'il y a eu Tilsit en 1807, que Napoléon et Alexandre ont beaucoup bavardé et que Alexandre a révélé à Napoléon qu'il avait lu un ouvrage merveilleux, le traité des grandes opérations militaires, signé Antoine-Henri Jomini. Mais sire, lui dit-il, j'ai très bien reconnu votre écriture, votre texte, les silences même de votre écriture. J'ai très bien compris que vous aviez écrit ce traité sous le pseudonyme de Jomini. Ouais. Et Napoléon lui dit, mais non, c'est un de mes officiers et un officier suisse, cela va intéresser Alexandre. Parce qu'un Suisse est un Suisse. Il reste toujours suisse. À son sol, il peut vendre ses services à l'Allemagne, à la France, à la Russie, il ne trahit personne. Et Alexandre, en lisant le traité des grandes opérations militaires, puisqu'il a cru que c'était l'œuvre de Napoléon, s'est aperçu de l'identité d'esprit de l'un et de l'autre. Et il a très bien compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une vision stratégique qui pourrait leur venir à tous deux de leur étude de Frédéric le grand stratège de leur époque, mais qu'il s'agissait d'autre chose, qu'il s'agissait d'une identité, ce qui est différent. Et il s'est dit que s'il attirait Jomini chez lui, il détiendrait l'esprit de Napoléon et qu'il pourrait le vaincre. Vous voyez, c'est plus qu'une simple connivence de très grands stratèges. Ouais. Autre chose. Jomini est le support de la grandeur de Napoléon. Le jour où Jomini ne sera plus là, c'est fini. René-Paul Guillot, une pause et on se retrouve dans quelques instants pour cette fois-ci décortiquer dans les grandes lignes les différentes étapes de la vie d'Antoine-Henri Jomini et mettre en parallèle, évidemment, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, les grandes étapes de la vie de l'empereur Napoléon Bonaparte. On va parler de cette partie où ils se rencontrent, où ils se rapprochent, où ils se reconnaissent et ensuite où ils se séparent. Et à partir de là, chacun va suivre son chemin avec plus ou moins le bonheur que l'on sait. Vous êtes toujours sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. On se retrouve dans quelques instants. Dans Les Aventuriers de l'étrange, un dossier historique ce soir sur Sud Radio. On parle d'un homme qui s'appelait Antoine-Henri Jomini, âme double de Napoléon Bonaparte, empereur des Français. Je reçois la journaliste historienne ce soir, René-Paul Guillot, qui vient de publier aux éditions Alphée ce livre qui s'intitule Jomini, âme double de Napoléon, un livre qui se lit vraiment comme un roman. Vous avez opté pour le parti pris de prendre le lecteur par la main et de lui, comme si nous lisions ou que nous étions sur l'épaule de Jomini pour voir presque comme il a vu son histoire, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est un parti pris qui c'est pas un parti pris. Je crois qu'il faut s'attacher à voir l'histoire de façon un petit peu plus vaste que nous l'avons vu jusqu'à maintenant. Quand on écrit un livre d'histoire, on ne fait pas un cours pour l'école primaire. On fait la grande histoire qui nous concerne tous et que nous continuons, que nous poursuivons aujourd'hui. Alors, Antoine-Henri Jomini, vous l'avez dit lors du début, du commencement de cette émission, brillantissime, grand stratège, un caractère de cochon, mais son intelligence va lui jouer des tours. Le fait qu'il ait peut-être ce petit sourire narquois qui faisait comprendre aux autres que lui savait ce que eux ne savaient pas, parce qu'il avait cette relation particulière avec l'empereur. La jalousie est terrible. Une jalousie terrible, parce que imaginez l'état-major de l'empereur. De quoi est-il fait? De tous ces braves, des Murat, des Berthier, des Marmont, tout ça, qui ont été depuis toujours avec lui. Ils sont connus, ils avaient 16 ans, 17 ans. Ce sont les fils de la Révolution. Et ces enfants de la Révolution sont devenus les princes de l'Empire. C'est une montée extraordinaire. Et ils ont été, pour la plupart, ils étaient déjà en Égypte avec le jeune Bonaparte. Ils l'ont suivi au pas à pas. Et parmi ceux-ci, il y en a un qui va jouer un rôle terrible et très néfaste dans la vie de Jomini, c'est Berthier. Berthier est devenu le chef d'état-major de l'empereur.
il est son homme de confiance. Oh, Napoléon avoue Berthier, c'est rien Berthier, c'est une bête. Oui, c'est une bête. Mais enfin, c'est une bête qui est debout de jour, de nuit pour le service de l'empereur, à qui l'on peut toujours faire appel. Bref, il a l'impression d'appartenir entièrement à l'empereur, mais en revanche, l'empereur lui appartient. Et soudain, que se passe-t-il? Il y a ce Suisse, un étranger, pensez donc, ce Suisse qui arrive, qui est séduisant, il est vrai, que l'on appelle le devin de l'empereur, et qui surtout, durant 7 ans, 1806 à 1813, parcourt l'Europe botte à botte avec l'empereur. L'empereur l'emmène à la signature des traités, l'emmène sur toutes les routes européennes, il ne se quitte plus. Berthier en crève de jalousie, il en est malade, et chaque fois que le jeune Jomini aura droit à une nomination, et comme il est chargé de les contresigner, il supprime la nomination ou il la transforme. Par exemple, lorsque Napoléon, recevant le second tome des grandes opérations militaires de Jomini, le lit et trouve ce livre qui est extraordinaire. C'est un livre qui offre des règles de guerre redoutables à partir de la campagne d'Italie. Napoléon n'est pas très content, Fouché ne devrait jamais laisser éditer des livres pareils, il ne veut pas instruire ses ennemis de sa propre stratégie, mais enfin, c'est une œuvre tellement remarquable qu'il va donner à Jomini le titre de colonel. Un peu plus tard, il va nommer chef d'état-major du 6e corps. La nomination passe par Berthier, qui est furieux, la transforme. Ce ne sera plus chef d'état-major, ce sera sous-chef d'état-major. Avec le caractère que nous avons déjà défini tous les deux de Jomini, vous voyez à peu près la fureur du Suisse. Il se sent trahi. Oui. Modeste Berthier, et celui-ci ne le pardonnera jamais, et il fera tout pour lui nuire. Il a derrière lui l'état-major, mais enfin, l'ennemi numéro 1, c'est Berthier. Et c'est la hargne de l'état-major que mérite quelquefois Jomini. Vous savez, il n'est pas facile. L'amiral Courant, qui est un homme pacifique, lui pose un jour la question, colonel, un débarquement en Angleterre serait-il envisageable? Et toujours avec son petit sourire odieux, je me dis de lui répondre, monsieur l'amiral, ce n'est pas à moi, c'est au marin de savoir si la chose est possible. Encore le serait-elle? Vous pourriez peut-être vous demander si elle est opportune. Bref, il est insupportable. Et comme on le jalouse, eh bien, on fera tout pour lui nuire. Or, depuis 1807, depuis qu'Alexandre sait que Jomini est suisse et qu'il est en quelque sorte ce qu'il estime avec son âme slave, Alexandre a très bien perçu l'identité de l'âme double. Il estime donc l'âme double, l'esprit de Napoléon, et il veut l'attirer auprès de lui. Donc, 1807, 1809, 1810, 1812, il va lui envoyer des messagers. Il va lui faire des offres extraordinaires. Colonel, vous seriez général en Russie, vous auriez une solde qui doublerait celle que vous avez en France. Mais Jomini refuse. Il refuse parce qu'il sait tout ce qu'il doit au maréchal Ney. Et puis, il ressent, sans pouvoir le définir, il n'a aucune conscience pour l'heure de l'homme double, sans pouvoir le définir, il sent ce lien puissant qui le rattache à Napoléon et il ne peut pas le couper. Il faudra des années et des années et des années pour pouvoir l'arracher à Napoléon, et c'est avant de passer au service d'Alexandre, il rendra encore à l'empereur et à l'armée des services immenses, puisque c'est lui qui découvrira lors de la campagne de Russie le gué de la Bérésina et qui organisera le passage de l'artillerie, des équipages et des troupes françaises sur cette même Bérésina, en sauvant ainsi dans l'horreur et le désespoir, mais en sauvant 40 000 soldats. Oui, c'est vrai que il a mis le temps, mais en même temps, il n'a pas été économisé par tous les coups bas, les bâtons dans la roue. Enfin, je veux dire, il a vraiment, comme on dit actuellement, morflé avant de se décider à franchir le pas. Ah, tout à fait. Il a tout à fait hésité. Et il s'est décidé à franchir le pas justement après Waterloo, après la Bérésina, où il a d'ailleurs failli mourir parce qu'emporté par le flot des réfugiés, il a été
poussé sur le pont, sur le petit gué, et il est tombé dans l'eau. Il s'est raccroché au lac du Bois. Il avait à ce moment-là déjà une bronchite très aiguë et il a été ramassé par un colosse par suisse. son valet de chambre. Ouais. Et, voilà. Et quand il a retrouvé Napoléon, il lui a conseillé la paix, mais Napoléon ne pouvait déjà plus, il était emporté par son propre élan. Cependant, Napoléon lui a accordé le titre de général de division sur la demande de Ney, et il l'a nommé chef d'état-major du maréchal Ney, ce qui était une formidable promotion. Promotion qui, bien sûr, passait par les mains de Berthier. Et voilà. Hors de lui, Berthier l'a mis aux arrêts pour de soi-disant retard dans le journal de l'armée, et il l'a rayé de la liste des promotions. Alors là, Jomini n'a plus pu tenir. Hors de lui, il est parti. Il a envoyé une lettre à Napoléon. Dans la nuit même où arrivait chez lui, il ne l'aura jamais en main, son brevet de chef d'état-major de Ney et de général de division. Et il a dit à Napoléon pourquoi, comment il quittait les drapeaux ingrats de la France. Et nous pouvons l'imaginer montant en selle, la nuque fière, se dirigeant vers Prague pour retrouver Alexandre. Oui. Alors là, on arrive à un moment crucial. C'est le moment où les deux hommes avec cette âme double se séparent. Oui, alors, on peut parler de séparation. Je dirais que à ce moment-là, quelque chose ne coïncide plus dans leurs deux âmes. Si vous voulez, les deux âmes ne s'emboîtent plus à la façon des poupées russes. Et cela, historiquement, est très visible. Tous les historiens et les journalistes de l'époque ne parleront pas d'âme double. Ils ne connaissent pas l'impact réel de Jomini sur Napoléon. Mais tous reconnaissent ce vide soudain en Napoléon. On dirait qu'il est en état de léthargie. Oui. Lui-même, dans les récits qu'il fait à Sainte-Hélène, parle de l'état de sommeil dans lequel il était tombé. Et alors, à ce moment-là, ce sont des défaites partout. La France, début 1815, est envahie par toutes ses frontières, et en mars 1815, Paris se rend et l'Europe se vautre sur la France. Oui. L'île d'Elbe, Sainte-Hélène. Voilà. Alors, il y a les 100 jours. On va pas raconter tout ce qui se passe dans le livre, mais j'aimerais que l'on arrive à l'étape où Napoléon, à ce moment-là, est définitivement exilé à Sainte-Hélène. Alors, Napoléon est à Sainte-Hélène et on pourrait dire que Jomini n'en est jamais absent. Parce que Jomini, qui est maintenant en Russie, pense à Napoléon. Il va d'ailleurs lui envoyer un nouveau tome de son traité des grandes opérations militaires. Ce tome reviendra par la suite en France, annoté par la main de Napoléon. Oui. Et on peut dire que Jomini est à Sainte-Hélène parce que les généraux en parlent tout le temps. Sire, vous vous souvenez, ces prédictions, votre devin, vous vous souvenez comme Berthier le détestait et tout l'état-major. Et on a la sensation, ce n'est pas un écrit précis de l'histoire qu'on trouve dans tel chapitre ou à telle page de tel ouvrage. C'est la sensation que l'on peut avoir quand on relit tous les textes de Sainte-Hélène, ceux de l'empereur et également les journaux de ses proches. Il semble que Napoléon, jusqu'au bout, ait pensé à Jomini. Il affirme tout à fait à la fin de sa vie, au début 1821, qu'il a vu Jomini passer derrière sa fenêtre, qui le regardait pensif, l'une des fameuses visions de l'empereur. Et nous pouvons l'imaginer, sachant que la mort est proche, et se disant « je ne songe qu'à une chose », c'est léguer à Jomini une part de mon âme afin qu'elle survive par lui. Et l'empereur d'ajouter l'eau du corps et retrouver le texte « Car j'ai deux âmes secrètes et lointaines, mais qui peut deviner ce qui vit et meurt, ce qui flambe et s'éteint dans mon âme. » Alors il se demande, et chacun se demande, bien sûr, si à l'instant de la mort de l'empereur, Jomini, où qu'il soit, il sera en ce moment-là en Russie, Jomini a conscience du passage, et s'il peut capter, s'il y a un moyen de capter la mémoire impériale et d'en assumer en quelque sorte le poids et je dirais le vertige. Mais parce que ils avaient, est-ce que les sentiments que ressentaient l'un l'autre, l'amour, la haine, la tristesse, l'angoisse, est-ce qu'il y avait une passerelle qui les transmettait de l'un à l'autre? Absolument.
Alors ça, je crois qu'on ne peut pas nier, si l'on ne veut pas admettre l'idée de l'âme double, d'une seule âme en deux êtres, on ne peut pas nier l'extraordinaire coïncidence, disons l'extraordinaire télépathie, pour employer un mot moderne, et qui a réuni Napoléon, Jomini. Ce que pensait l'un, l'autre le pensait. Ils se transmettaient. Le lien n'a jamais cessé, malgré leur séparation. Et lorsque Jomini est parti chez Alexandre, Napoléon a eu cette réaction terrible, il l'a condamné à mort par contumace. Oui. En réalité... Ce qui était extrêmement violent. Cette violence est une preuve d'amour. Oui. Mais bien sûr, c'est la réaction d'une déception profonde. Il avait une confiance absolue en Jomini. Sur l'instant, il s'est senti trahi. Et en fait, par la suite, ce qui prouve bien d'ailleurs qu'il pensait à Jomini, il l'a écrit de lui-même. Le général Jomini n'a jamais trahi. Il avait beaucoup à reprocher et il était suisse. L'amour de la patrie n'a pas pu le retenir. Oui. Il y avait d'ailleurs ce point commun. Les deux hommes aimaient la France et venaient, alors un peu moins pour les Corses évidemment, mais l'un de Suisse et l'autre de Corse. Tout à fait. Ils venaient de la périphérie. L'étranger, et ils ont donné, mais c'est la France peut-être qui les a aimés, qui leur a donné la possibilité de devenir ce qu'ils sont devenus, et en retour ils lui ont donné tous les deux un immense amour. Ça c'est véritablement indiscutable. Et quand Jomini deviendra général russe, car le voici général français et général russe, il va partager sa vie entre les deux pôles politiques de l'époque, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg et Paris. Et puis, il va jouer un rôle important en Russie quand même. Il sera le conseiller de plusieurs tsars, d'Alexandre Ier d'abord, ensuite de Nicolas Ier qui aura une grande confiance en lui, et il sera le précepteur du tsarevitch Alexandre II. Donc il va jouer un rôle important, il va créer l'académie militaire en Russie, il va conseiller les tsars, bref. Mais il s'aperçoit très vite qu'il est jalousé de l'état-major russe autant qu'il l'a été de l'état-major français, et que la vie en Russie, il aimera pourtant beaucoup la Russie, n'est pas plus facile qu'en France. Néanmoins, il va perpétuer la pensée et l'esprit de Napoléon en reprenant à son compte sa vision, la vision impériale et jominienne d'une Europe dont la France et la Russie seraient les deux piliers, c'est-à-dire d'une Europe très moderne s'étendant de l'Atlantique à l'Oural. Tout à fait. René-Paul Guillot, une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la toute dernière partie de cette rencontre très intéressante dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite. Jomini, âme double de Napoléon, c'est le titre d'un livre extrêmement intéressant écrit par la journaliste et historienne René-Paul Guillot, qui est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, un livre publié aux éditions Alphée. René-Paul Guillot, l'hypothèse de l'âme double, surtout concernant un homme aussi exceptionnel que Napoléon et que Henri-Antoine Jomini, n'est-ce pas complètement, totalement audacieux comme hypothèse? Qu'en pensent vos autres collègues, que ce soit des historiens ou des auteurs? Alors, suivant les historiens, il y a des divergences. Quand j'ai affaire à des historiens pour qui l'histoire est une date et un événement, ils ne sont pas d'accord. D'ailleurs, ils ne cherchent pas à aller plus loin. Mais un très grand nombre d'historiens, et je vous ai déjà cité Lauduca, qui a été un des plus grands, parce qu'il connaissait les dates, les événements, mais il connaissait aussi l'esprit de l'histoire, étaient tout à fait d'accord. Pour lui, il n'y avait aucun doute. Et les historiens sont partagés, bien sûr, mais les historiens sont toujours partagés dans tous les domaines. Si vous faites écrire la vie de Gaulle à deux historiens, ils n'écriront pas la même chose. Bien sûr. Donc, chacun d'entre nous peut voir à sa façon peut-être. Ce qu'il y a de vrai, c'est que après la mort de Napoléon, enfin un certain temps après, plusieurs années après, en 1827, Jomini va écrire un ouvrage qui n'est plus un ouvrage de stratégie, mais qui est un ouvrage très étrange. Il s'agit de la vie militaire et politique de Napoléon, écrite par lui-même. Moi, Napoléon, je. Et Jomini de noter en marge de son ouvrage, dans son petit carnet de notes, je suis glacé par ces phrases qui s'évadent de moi et par ce jeu
dont je comprends aujourd'hui l'illimité et qui m'envahit tout entier. Et ce jeu va l'envahir de plus en plus. Napoléon, l'âme de Napoléon, sa mémoire tout au moins, va envahir Jomini de telle sorte que les écrivains de l'époque, les Sainte-Beuve, les Lamartine, les hommes politiques, les Thiers, tous les stratèges du monde entier qui viendront le voir, s'adresseront à lui avec le respect qu'ils auraient eu pour l'empereur. Prenons un exemple plus précis encore, le maréchal Marmont. Marmont ne s'était pas très bien conduit à Salamanque. Et en plus, Marmont avait, à la fin des 100 jours, avait ouvert la porte de Paris aux Alliés, ce qui, évidemment, pouvait être considéré comme une trahison envers Napoléon. Or, voici qu'en 1825, il a rencontré Jomini. Ils se sont rencontrés notamment au sacre de Nicolas Ier en Russie, à Moscou. Et Marmont lui a parlé de Salamanque et Jomini de noter: je suis tout de même très étonné de voir un général d'Empire qui est aujourd'hui ambassadeur de son roi et qui vient s'excuser devant moi de ses erreurs à Salamanque et qui m'en demande pratiquement pardon comme si j'étais l'empereur et comme si seul je pouvais m'en excuser. Oui. C'était un poids quand même, un fardeau pour Antoine-Henri Jomini. On avait l'impression que des fois, il était gagné complètement par l'esprit de Napoléon et d'autres fois où il prenait un peu plus de recul et se retrouvait finalement un peu plus lucide lui-même. Oui, il se retrouve lui-même, il n'a jamais dans l'âme double, on ne cesse jamais d'être soi-même, on est soi-même plus un autre, on est soi-même avec un plus. Et Jomini dira lui-même, quand il apprendra par les fidèles de Sainte-Hélène qui viendront le voir et qui lui révéleront ce qu'ils tous ils ont compris à la fin de la vie impériale, et ils lui révéleront cette histoire de l'âme double qu'il était probablement avec Napoléon, et il notera lui-même, je suis bouleversé, il y a des choses qu'on n'écrit pas, mais il est vrai qu'en sa présence, je me sentais dans un état voisin de l'extase. Mon intuition se doublait, mon intelligence, ma mémoire se démultipliait, il était un autre, et peu à peu, il se sent devenir cet autre, non sans souffrance, non sans difficulté. D'ailleurs, il y a dans Jomini, dans les portraits de la fin de sa vie que l'on observe, il est intéressant de le voir. C'est un grand seigneur, cheveux blancs, beaucoup d'allure, beaucoup de classe, avec une espèce de réserve immense qui masque une profonde sensibilité, et puis dans toute sa personne et sur son visage, cette amertume qui est celle des êtres promis à un trop lourd destin. Un homme ne peut pas toujours assumer seul son destin. Oui. René-Paul Guyot, pour conclure, comment expliquez-vous cette méconnaissance du grand public d'Antoine-Henri Jomini, dont je suppose qu'il est très connu en Russie, par exemple? Il est il est très bien connu en Russie, il est très bien connu de tout l'état-major allemand, il est connu de la plupart des officiers français qui ont étudié ses écrits, mais c'est vrai, il n'est pas connu en France et j'aimerais bien qu'il soit connu car il le mérite. Je l'explique par une chose importante, c'est que justement il est suisse et je vous l'ai dit tout à l'heure au début de cette interview, les Suisses ne font rien, ils restent très modestes, ils ne font rien pour faire connaître leurs grands hommes. Alors il semblerait en ce moment que ça commence, puisqu'il y a eu des fêtes particulières pour Jomini il y a 8 jours auxquelles j'assistais. C'était moi qui faisais, il y avait 2 conférences, je faisais l'une d'entre elles sur l'âme double justement. Et que dire, je pense que justement la plupart des auteurs français n'ont pas osé, peut-être avaient-ils raison à leur temps, mais aujourd'hui nous avons une ouverture plus grande, ils n'ont pas osé poser ce problème de la double, que si on veut bien regarder l'histoire et pas seulement par ses dates, pas seulement l'histoire événementielle, c'est évident. Il y a une évidence, quelque chose qui colle, qui coïncide totalement entre Jomini et Napoléon. Jomini, le dieu de la guerre, Napoléon, pardon, je vous dis des sottises, Napoléon, le dieu de la guerre, et Jomini, l'esprit de la guerre, et je me demande parfois lequel est le plus grand des deux, car n'est-ce pas l'esprit qui fait et qui prolonge le dieu?
La question reste posée, en tout cas. La question reste posée, car si vous voulez, nous vivons dans un monde occidental, et le monde occidental a besoin de preuves. Il ne peut pas vivre sans ça, et seul est éprouvé ce qui se manifeste et se répète pour un occidental en laboratoire. Alors, comment répéter ce mystère de l'homme double? Il y a sûrement dans notre temps, de notre civilisation, des hommes doubles. Je vous avoue ne pas les connaître. Merci en tout cas René-Paul Guillot pour cette heure passée ensemble extrêmement enrichissante. Je recommande chaudement à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent votre livre Gemini, âme double de Napoléon aux éditions Alphée. J'espère vous retrouver prochainement pour d'autres dossiers. Sur quoi travaillez-vous actuellement ? Pour le moment, je travaille pas. Parce que un peu de repos, c'est normal. J'ai beaucoup travaillé depuis un an. J'ai sorti 4 bouquins quand même. Oui, ce qui est pas mal. C'est quand même beaucoup. Alors, si j'ai 2-3 choses en vue, mais si vous me permettez, je n'en parle pas pour le moment. On en parlera plus tard. Avec grand plaisir. En tout cas, vous êtes. Et je vous remercie en tout cas pour aujourd'hui et pour Gemini. Vous êtes chez vous aux Aventuriers de l'étrange. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous êtes bien sur les Aventuriers de l'étrange, dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Après cette histoire complètement étonnante de cette âme double de l'empereur Napoléon Bonaparte, ce Gemini, histoire quand même assez extraordinaire, nous allons en découvrir une autre histoire extraordinaire, le témoignage de Michel, qui lui a vécu 16 ans dans une maison hantée. Pierre Macias, évidemment, qui s'occupe du site qui parle de paranormal de manière scientifique, le site psylande.org, est à mes côtés pour analyser ce témoignage, ainsi que Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International. Michel, 16 ans, dans une maison hantée, vous allez écouter son témoignage surprenant. Vous êtes bien sur les Aventuriers de l'étrange, dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Après cette histoire complètement étonnante de cette âme double de l'empereur Napoléon Bonaparte, ce Gemini, histoire quand même assez extraordinaire, nous allons en découvrir une autre histoire extraordinaire, le témoignage de Michel, qui lui a vécu 16 ans dans une maison hantée. Pierre Macias, évidemment, qui s'occupe du site qui parle de paranormal de manière scientifique, le site psylande.org, est à mes côtés pour analyser ce témoignage, ainsi que Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International. Michel, 16 ans, dans une maison hantée, vous allez écouter son témoignage surprenant. Les Aventuriers de l'étrange avec un témoignage de Michel qui vient de nous rejoindre dans cette émission en compagnie de Pierre Macias et de Renaud Évrard, qui sont les deux spécialistes qui, vous le savez, sont tout le temps à mes côtés pour apporter leur connaissance dans l'étude de chaque témoignage, de chaque dossier que nous ouvrons. Et là, c'est un témoignage tout à fait intéressant, c'est celui de Michel qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors, Michel, vous avez vécu quand même quelque chose de tout à fait surprenant. Quand on le dit comme ça, de manière tout à fait brute, déjà, c'est quelque chose qui surprend. Vous avez vécu durant 16 ans, c'est ça à peu près ? C'est ça, 16 ans. Oui. 16 ans dans une maison hantée. Oui. Alors, c'est déjà sur la longueur, c'est extrêmement important. Et on va comprendre que les phénomènes auxquels vous avez assisté et que vous avez vécu ne le sont pas moins. Vous et votre épouse d'ailleurs, oui. Vous avez vécu des phénomènes assez importants. Alors, décrivez-nous d'abord le contexte. Alors, je précise tout de suite que pour des raisons évidentes de confidentialité, on ne situera pas cette maison. Parce que c'est une maison qui est très vieille, oui. Qui a une place dans l'histoire, on va dire. Voilà, oui, c'est avec des grands noms qui se sont succédés. Juste quand même quelques indications. Une maison qui date de quand, qui a quelle ancienneté pour qu'on se situe à peu près, Moyen Âge, Renaissance, 16e, 17e, 18e siècle à peu près. Elle est du 16e. Elle est du 16e siècle. Voilà. Bon, donc déjà une maison à l'âge plus qu'honorable. Et alors, racontez-nous ce que vous avez vécu dedans. Ça a commencé comment ? Ça a commencé en fait par des coups portés dans le mur, des coups frappés avec ce qui pourrait être une masse. Ouais. Voilà, dans un mur.
D'abord, Oui. la situation. Vous viviez dans cette maison. C'était quoi Enfin, c'est quoi, puisqu'elle existe toujours. Un château, une chartreuse, un hôtel particulier. Comment? C'est un hôtel particulier qui est issu d'un ancien château qui était beaucoup plus grand, donc qui est une partie du château en question, mais qui est maintenant un hôtel particulier. Ouais. Ouais. Qui a été divisé en plusieurs appartements, c'est ça? Non, en plusieurs hôtels particuliers. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Très bien. Dans lequel j'avais un logement de fonction. Oui. Alors, le logement de fonction était situé à l'étage, hein, si j'ai bien compris. Il était, oui, au 3e étage. Au 3e étage. Et alors, tout a commencé un soir vers 23 heures. Voilà, aux environs de 23h30. Mhm. Voilà, donc j'ai entendu des coups portés avec une masse dans un mur, à l'étage inférieur. Attendez, parce Voilà. que quand on frappe avec une masse contre un mur, Oui. ça fait, excusez-moi l'expression, ça fait un sacré boucan quand même. Oui, ça fait beaucoup de bruit, oui. Ouais. Tout à fait. Ça fait un bruit sourd, mais assez fort. Mhm. Tout à fait. Et quelle a été votre réaction à ce moment-là? Ben, ma réaction, la première fois, n'a pas été, comment dire, particulière. Ouais. En fait, j'étais intrigué quand même d'entendre des coups à 23h30, donc quasiment en pleine nuit. Ah oui, 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 je comprends. Mais bon, comme le bâtiment est mitoyen avec un autre bâtiment, ben, le lendemain, je me suis renseigné pour savoir si éventuellement quelqu'un aurait eu besoin de faire quelques travaux dans les murs en urgence à une heure Ouais. tardive. Ouais. Voilà, ce qui n'était absolument pas le cas. Mhm. Et les voisins, donc l'autre côté du mur, n'avaient absolument rien entendu par contre. Voilà. Ah, Le bruit eux, n'était que eux n'ont rien entendu. Le bruit était uniquement dans le bâtiment que j'occupais. alors que quand on frappe dans un mur, je veux dire, le mur résonne évidemment dans tous Voilà. dans tous les bâtiments adjacents, quoi, au moins. Oui, a priori, il aurait dû être entendu de l'autre côté du mur. Oui. Bien sûr. Ouais. Et Et- ça n'était pas le cas. Ouais. Et que s'est-il passé après alors? Ben après, j'ai eu le même phénomène plusieurs fois. Bon, ça n'était pas de façon régulière, mais toujours à la même heure, par contre. Voilà, et donc les 2-3 premières fois, bon, j'ai eu à peu près la même réaction, et puis après, à la longue, puisque les choses se répétant, Mhm. ben, j'ai fini par descendre à l'étage inférieur au moment où les coups étaient portés dans le mur. Et alors? Et donc à cette occasion, ben, j'ai pu constater qu'en entrant dans la pièce où étaient situés les coups, mais le phénomène s'arrêtait et reprenait une fois que je ressortais de la pièce, Systématiquement? systématiquement. Ça, c'est très Sur les- étonnant. Ouais. C'est assez étonnant, oui. C'était même très troublant sur le moment. Ah, j'imagine bien, oui. 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 Ouais. Mais il y avait juste des coups sourds dans le mur. Vous n'entendiez rien tomber parce que là, ça, comme on fait tomber un mur, quoi. Il y a toujours des bruits de gravats, des choses comme ça. Là, c'était juste le coup, quoi, l'espèce de qui Simplement était- des coups dans le mur. Simplement ça. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu d'autres phénomènes dans cette que vous avez vécu lorsque vous viviez dans cette bâtisse? Il y en a eu, oui, effectivement, beaucoup d'autres. Oui. Voilà, ça a été le début où à l'époque j'étais encore seul Ouais. dans le bâtiment. Et après, donc, quand je me suis plus retrouvé seul, donc j'étais avec mon épouse, celle qui est à l'heure actuelle mon épouse et sa fille. Ouais. Mais là, nous étions à l'étage en dessous, parce qu'on avait changé de logement. Mhm. On était à l'étage en dessous, et là, on a eu d'autres phénomènes, dont notamment des pas. On entendait marcher des gens à l'étage au-dessus. Et on a entendu également un bébé pleurer. Alors qu'il n'y avait ni Alors qu'il y personne avait- qui habitait au-dessus. Il n'y avait strictement personne, Ouais. tout à fait. Et encore moins de bébés, évidemment. Et encore moins de bébés, mais bien sûr. Et Et bien sûr, toujours, toujours de temps en temps, ces fameux coups dans le mur à 23h30 le soir. qui continuait quand même. Qui continuaient, oui, qui continuent toujours d'ailleurs. Ouais. Oui. Mais Ouais. à quelle fréquence? C'était quoi? Une fois par mois? Une fois tous les 2 mois? C'est très irrégulier. Ouais. C'est très très irrégulier. Ça a pu se produire, je dirais, pendant une quinzaine de jours tous les soirs et puis s'arrêter pendant 6 mois.
c'est très irrégulier. Voilà. Et Moi, comme j'ai l'occasion d'y retourner de temps en temps, j'ai pu constater que le phénomène existait toujours. Voilà. Mais toujours pareil, de façon très très irrégulière. ouais. Mais des personnes vivent là où vous viviez actuellement? À l'heure actuelle, non. Non, non. Il n'y a plus personne dedans. Ouais. Et donc lors de vos différents courts séjours, cette fois-ci j'imagine dans cette bâtisse, il se produisait de temps en temps ce genre de phénomène encore. C'est arrivé, oui. Ouais. Ouais. Là on parle d'échos dans le mur. Des coups dans le mur, oui. Ouais. Et est-ce que c'est une fois que votre compagne vous a rejoint avec sa fille, donc deux personnes extérieures, Voilà. est-ce que elles aussi ont entendu ces coups? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Et les coups dans le mur et les autres phénomènes, puisqu'elles ont été les premières en fait à entendre les autres phénomènes. Ouais. C'est-à-dire la personne qui marchait et le bébé qui pleurait. Et c'était distinctement le cri d'un bébé qui pleurait. Ah oui, oui, c'est très distinct. Oui. Oui, oui. Là, c'est très franc comme bruit. Mhm. Parce qu'il y a d'autres manifestations qui sont plus difficiles à entendre. Disons, il faut vraiment être attentionné pour les entendre. Quand on entend que quelque chose se déclenche, il faut bien écouter. Ouais. Mais les cris de bébé et la personne qui marche, c'est très franc. C'est très clair. Je vais vous poser une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais à votre avis, Oui. si on avait laissé tourner un magnétophone Oui, pour enregistrer, oui. est-ce qu'à votre avis, un objet comme ça, tout ce qu'il y a de plus matériel, je veux dire, aurait enregistré ces sons? Oui, bien sûr, oui. Oui. Parce que nous, on l'a fait, donc oui. On a fait quelques enregistrements, oui, sur lesquels on a des manifestations. Ah oui, vous avez tenté l'expérience. Enfin, Ah nous, oui, on l'a fait, oui. l'idée vous est venue à vous aussi, quoi. Ah oui, oui, oui. Et donc on entend clairement sur la bande les coups portés par les murs, sur les murs. On n'entend pas les coups dans le mur. On n'entend pas les coups dans le mur, on entend la personne qui marche, Ouais. qui s'approche d'ailleurs de l'appareil apparemment. Et on entend quelqu'un chanter dans le fond de la pièce d'à côté. Hein, qui Ouais. chante accompagné d'un clavecin. Ah bon? Oui, oui, oui. Alors qu'il n'y a pas de clavecin, mais un piano dans la pièce. Mais bon, Ouais. Mhm. c'est un détail. Enfin oui, Bon, quand même. on entend ça, on entend des souffles, on entend des petites choses, quoi. Voilà. Ouais. Donc on a fait pas mal d'enregistrements parce on a supposé qu'il pouvait y avoir pas mal de bruit parasite, donc il y a des choses qui pourraient ne rien avoir à voir avec ça. Mhm. Donc on en a fait beaucoup pour avoir vraiment des petites séquences Ouais. de choses qui sont vraiment inexplicables. Ouais. Et vous les avez toujours ces enregistrements? C'est pas moi qui les ai, non. Ce n'est pas moi qui les ai, c'est celui qui s'est chargé de faire corroborer tout ça avec l'historique des bâtiments. Ouais. Voilà. Et parce que c'est la question que j'allais vous poser, évidemment, un bâtiment du XVIe siècle qui appartient à l'histoire. Il y a dû y avoir beaucoup de choses qui se sont déroulées à l'intérieur, agréables comme des drames, j'imagine, comme toute vie d'être humain normal. Oui, tout à fait. Vous avez pu essayer de trouver des pistes? Oui, bien sûr, oui, on a fait corroborer tout ça, donc avec un ami qui est docteur en histoire, qui est intéressé à l'histoire de l'endroit, enfin, pas du bâtiment, mais de la ville dans laquelle il est situé. Ouais. Et donc en recoupant avec un certain nombre d'événements et de personnages et enfin, pas mal de choses, on a situé tout ça au XVIIe. Voilà. Au XVIIe siècle. avec des personnages, je dirais, quasiment identifiés avec certitude. Mhm. Grâce à quoi vous avez pu l'identifier? Grâce à quoi? Le fait que il y ait quelqu'un qui chante, la chanson, le clavecin, le quoi? C'est le bébé surtout. Enfin, le clavecin, la personne qui chante, nous a permis de dater à peu près. Ouais. Parce que on reconnaît le style de l'époque. Voilà. Ouais. Mais je dirais que celui qui est le plus caractéristique, c'est le bébé qui pleure. En fait. C'est ça qui vous a mis dont sur... on est à peu près sûr de l'identité. Ouais. Ouais. Parce que ça correspond exactement à l'histoire du bâtiment. Ouais. Un drame, j'imagine? Ah
Bien entendu. Et alors, votre épouse a vécu quelque chose de tout à fait particulier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le raconter? Oui, mais moi j'étais pas là ce soir-là, mais bon, elle était devant la télé et à un moment, elle a vu passer donc ce qu'on suppose s'appeler un spectre, c'est-à-dire une forme impalpable, voilà, mais qui déforme en fait comme une volute de chaleur qui se déplace, voilà, qui est entrée dans la télé, l'a éteinte, la télé s'est rallumée, la forme est ressortie. Ça a duré Voilà. combien de temps? Est-ce qu'elle vous l'a dit? Bon, elle me l'a pas dit, mais bon, tel qu'elle me l'a raconté, ça a dû durer une dizaine de minutes peut-être. Ah, c'est long, 10 minutes. Mais voilà, le temps que la forme se déplace d'un côté à l'autre de la pièce, entre dans la télé, reparte de l'autre côté de la pièce. Ouais. Peut-être moins de 10 minutes, peut-être 5 minutes, mais le temps de faire l'aller-retour. D'accord. Et Voilà. la télé s'est éteinte. Elle s'est éteinte, oui. Oui, il y a eu d'autres phénomènes physiques qui se sont produits. On a eu notamment des clés qui ont disparu pendant 3 jours. Ouais. Voilà. Et Je sais pas pourquoi, mais bon, elles ont disparu pendant 3 jours. Et donc elles ont réapparu parce que vous dites. Oui, elles ont réapparu à l'endroit où elles étaient censées être d'ailleurs. Ouais. Voilà, elles étaient posées sur une cheminée et pendant 3 jours, elles n'étaient plus posées sur la cheminée. Et elles sont revenues sur la cheminée. Oui, là où elles étaient censées être, comme où vous elles l'avez étaient dit. censées être au départ. Ouais. Tout à fait. D'autres phénomènes comme ça encore, parce que vous avez vécu. Oui, il y en a eu d'autres, oui, tout à fait. On a eu notamment les animaux, donc chiens et chats, qui ont eu quelquefois des réactions bizarres, alors qu'il se passait strictement rien. Ils se mettaient à l'arrêt, ils se mettaient à grogner face à un coin de la maison, un coin de la pièce, face à la cheminée, face à rien en fait, que marquait un énervement, une tension, quelque chose qui allait pas, quoi. Ouais. Voilà, on a eu aussi un ami qui dormit à la maison en fait, et qui lui a ressenti pendant la nuit, a ressenti quelqu'un se coucher à côté de lui. Comme un poids, quoi, le poids d'un corps. Non, comme une espèce de courant d'air. Pas de poids, non, un courant d'air, voilà, qui est entré dans son lit, et qui en est ressorti. Effectivement, oui, c'est plus qu'étrange. Oui, ça c'est. Ouais. C'est dans une pièce où a priori il s'était jamais rien passé, par contre. Ouais. Et vous avez vécu donc, je le rappelle, 16 ans dans ce bâtiment, dans cet hôtel particulier, qui était un château au départ, hein, on le précise. Au départ, bien. oui. Voilà. Disons quand il est devenu hôtel particulier, quand il était château, c'était une aile administrative. En fait, c'est l'endroit où était un personnage assez important de la région. Voilà. Oui. Mais vous en retirez quoi? Parce qu'on ne vit pas 16 ans avec de temps en temps ce genre de phénomène sans en tirer des conclusions. Votre analyse de tout ça, vous, c'est quoi? Disons que c'est assez compliqué. Parce que moi, je suis au départ quelqu'un de très scientifique et cartésien. Donc, vous imaginez bien que au départ, quand j'ai eu ces phénomènes, j'ai avant tout cherché à les expliquer. Bien sûr. Puisque pour moi, tout a une explication. Et au final, j'ai fini par me résoudre à penser qu'effectivement, tout ne s'explique pas. Ou du moins, moi, je n'ai pas la possibilité de tout expliquer. Ouais. Parce qu'effectivement, il se passe des choses qui nous dépassent, en fait. Voilà. Et ce que j'en tire surtout, c'est que le côté, je dirais, populaire du fantôme maléfique, toujours négatif, etc., pour moi, n'existe pas. Ouais. Moi, je les considère comme des personnes, parce que j'ai vécu avec eux, en fait. Donc, je les considère comme des personnes, même s'ils n'en sont pas, même si je ne sais pas s'ils en sont, des personnes. Ouais. Mais bon, il y a quand même de fortes présomptions. Et j'ai jamais eu aucun problème avec eux, donc je trouve que l'image qu'on en donne donc de quelque chose de négatif ou de maléfique, pour moi, est totalement erronée. Voilà, parce que je l'ai très bien vécu en fait cette période.
Vous n'auriez pas du sang anglais ou écossais dans les veines par hasard? Ah, pas du tout, non. Parce Non, que eux vivent également très très bien avec leurs revenants et tout ce genre de phénomène de hantise dans une maison, du reste. Oui, mais ça n'est pas du tout mon cas, non. Mhm. Non, mais bon, comme j'ai jamais ressenti la moindre agressivité ni côté belliqueux Ouais. de leur part, je trouve que c'est Mhm. Et on apprend à vivre avec, en fait, très facilement. de même pour votre compagne et sa fille. Elles l'ont moins bien vécu quand même, parce que en fait mon épouse, donc elle est, je dirais, déjà à la base beaucoup plus réceptive, Ouais. puisqu'elle elle est capable de ressentir en entrant simplement dans une maison s'il s'est passé quelque chose ou non. Mhm. Elle le ressent. Ouais. Donc forcément, elle a ressenti beaucoup plus de choses que moi dans ce bâtiment. Oui, l'expérience a été plus douloureuse ou violente pour elle. Voilà, peut-être plus violente, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais osé monter aux étages en étant seule. Ouais. Elle a ressentait les odeurs, elle ressentait les présences, elle ressentait des choses, et elle avait du mal à monter à l'étage seule. Ouais. Voilà. Et ma fille, par contre, elle, je pense qu'elle est quand même pas mal influencée par le spectacle, c'est-à-dire les feuilletons Oui. américains qui jouent beaucoup là-dessus et tout ça, et donc J'imagine. elle a donc a priori déjà au départ une idée plutôt négative de la chose, donc elle a du mal à le prendre bien, quoi. Ouais. Moi je le comprends comme ça. Mhm, mhm. Tout à fait. Je me tourne là cette fois-ci vers les deux spécialistes qui sont à mes côtés, Pierre Massias et Renaud Évrard. Renaud, qu'en pensez-vous de comme ça un premier sentiment après avoir écouté le témoignage de Michel? Bonsoir Michel. C'est vrai que bon, vous faites un témoignage. Moi ça me va, ça me convient tout à fait. Vous vivez pas mal la chose. Il y a des phénomènes qui semblent même objectivés. Vous avez une attitude tout à fait rationnelle. C'est vrai qu'on a un gros contexte historique apparemment, même si vous pouvez pas en dire énormément, qui doit jouer dans l'idée qu'on se fait de la mémoire des murs, des personnes qui ont vécu là et qui existent déjà sur le papier et qu'on retrouve peut-être dans la réalité, effectivement. Moi, j'aurais été très intéressée par cet historien qui a ses enregistrements, qui a peut-être fait des travaux sur cette question. Pourquoi pas qu'il publie, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je trouve pas grand-chose à dire parce que bon, il n'y a pas vraiment d'analyse à faire au niveau psychologique. Qu'est-ce qui a pu maintenir pendant 16 ans ces phénomènes? Par rapport à la façon dont ils sont présentés, c'est très courant. Les pas, les bruits, les apparitions, à la limite, c'est vrai que l'apparition qui traverse la télé, qui l'éteint, j'avais jamais entendu ça personnellement, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de questions à vous poser sur votre témoignage. Je cède la main. Très bien. En revanche, Michel, est-ce que cet historien dont vous nous avez parlé a toujours ces enregistrements? Parce que je vous avoue que ces enregistrements m'intéressent bougrement. Oui, ça, je m'en doute, oui. Oui. Mais je ne sais pas. Il faudrait que je reprenne contact avec lui parce qu'en fait, il a changé de secteur complètement. Ouais. Et bon, c'est pas vraiment perdu de vue, mais disons qu'on est moins en relation. Bien donc sûr. je peux toujours lui poser la question. Nous en parlerons hors antenne un petit peu plus tard, parce que je vous avoue que là, ces enregistrements sont très très intéressants, ne serait-ce que pour découvrir la nature du bruit et son existence tangible. Parce que là, il y a quelque chose, une preuve, je veux dire, ou un début de preuve, au moins. Oui. Tout à fait. Mais ces phénomènes, selon vous, continuent de se produire? Oui, bien sûr, oui. Ce qui veut dire, et alors là je pose la question à Renaud ou à Pierre, il ne s'agit pas d'un cas de poltergeist, c'est-à-dire d'un phénomène produit par quelqu'un qui, de manière inconsciente, produit ces types de phénomènes paranormaux, mais là d'un réel cas de maison hantée, Renaud. C'est difficile à dire pour la simple raison que il faut toujours qu'il y ait un être humain pour observer quand il y a des phénomènes. Oui.
Et donc là, on peut jamais vraiment annuler Exact. l'importance que l'être humain soit cette source des phénomènes, influencé ou pas par le contexte. Mais c'est vrai que quand on retrouve comme ça des éléments récurrents, historiques, très irréguliers, pas forcément irréguliers au niveau des horaires justement, ça c'était étonnant. On peut être tenté par l'hypothèse de la maison hantée, effectivement. Ouais. Pierre Massias. Oui, moi aussi je suis très tenté par l'hypothèse de la maison hantée. Ça existe donc dans le monde paranormal, le phénomène de maison hantée. Des témoignages sont rapportés. La notion de maison hantée, c'est-à-dire dans le lieu dans lequel va se produire des phénomènes récurrents hors présence sur plusieurs générations. Oui, voilà, par exemple. Oui, on considère, disons l'hypothèse, une hypothèse, c'est la maison hantée. Oui. La notion de maison hantée existe de par les témoignages. Oui. Et là, il me semble bien, ce serait investigué, il me semble bien qu'on est dans la notion de maison hantée. Ce serait extrêmement intéressant que cet historien n'ait pas fait le travail de recherche qu'il a sans doute fait pour rien, pour que ça reste que ça reste dans un tiroir. Ce serait extrêmement intéressant de le rencontrer. Quant à Michel, je me demande pourquoi vous n'habitez plus actuellement la maison. Parce que j'ai une mutation professionnelle, tout simplement. C'est-à-dire, je travaille toujours pour la même personne, mais on a déplacé l'activité. Voilà, oui, tout simplement. Ouais. Voilà. Et vous avez donc l'occasion de retourner à la maison quand même de temps en temps. Oui. Et parfois les phénomènes se reproduisent. Oui, c'est arrivé. Vous diriez qu'ils se reproduisent systématiquement ou il y a des fois où vous y êtes revenez retourné où il n'y a rien eu. Non, il y a des fois il se passe rien, non. C'est irrégulier, non. C'est-à-dire que j'y vais pas non plus régulièrement, donc. Bien sûr. Mais et ce serait irrégulier a priori dans la même fourchette de même nature que quand vous disiez tout à l'heure, ça peut se produire une quinzaine de fois dans un mois, ne plus venir pendant 6 mois. Je pense, c'est-à-dire que vu que je n'y vais pas de façon régulière, c'est difficile à dire, mais il y a cette période. Ça a dû arriver, quand j'y suis retourné, ça a dû arriver sur une fois sur 4 peut-être, mais sur 7 à 8 mois, quoi. Est-ce que vous auriez repéré un moment de l'année où ça se produirait plus souvent qu'à un autre, ou l'inverse, où ça se produirait pas? Non, pas particulièrement. Par exemple, tout à l'heure, quand vous y habitiez pendant ces 16 ans, une période de 6 mois, une période de plusieurs mois sans activité, est-ce qu'elle se situait plutôt en été ou plutôt en hiver ou au printemps, ou c'était vraiment réparti aléatoirement sur l'année? Non, c'est plutôt aléatoire. Parce que j'ai pas noté spécialement, par rapport à l'activité même du bâtiment, puisqu'il était ouvert au public, donc il avait une activité. J'ai pas noté non spécialement de période de l'année. J'ai pas très bien saisi là. Il était ouvert au public. Oui. Pour le visiter. Pour la visite, oui. Le bâtiment, une partie du bâtiment. Il y avait une activité Voilà, une partie du bâtiment, oui, parce qu'il D'accord. n'était pas entièrement restauré. Donc. Oui. Il y a quelque chose. D'ailleurs, ce qui est un petit peu, parce qu'il nous a un peu confirmé aussi sur le fait que, parce que pendant un moment, on était les seuls, en fait, nous étant habitants, à avoir ressenti quelque chose. Et ce qui nous a un peu confirmé dans tout ça, c'est que des gens qui sont venus, mais totalement extérieurs, pas des gens de notre entourage, ont ressenti des choses sans absolument connaître l'histoire. Des gens de ce public, justement. Des gens parmi les organisateurs d'événements ou du public, Ouais. Voilà, qui ressentaient justement précisément dans la pièce où se passent les phénomènes. C'est-à-dire, il y avait un moment privilégié, c'était vous disiez tout à l'heure 23h30, mais ça pouvait se produire, des phénomènes pouvaient se produire n'importe quand dans la journée. Ah oui, 23h30, c'est uniquement les coups de masse dans le mur. Voilà. Le reste, c'est réparti sur la journée. Ouais. Et tout est circonscrit à une seule pièce ou dans plusieurs endroits du bâtiment? Tout
concentré sur 2 pièces. Ah, d'accord. Donc, ce qui limite le champ de recherche, déjà. Tout Ouais. est concentré dans 2 pièces, en fait. Dans 2 pièces. Et avec votre ami À part ce que je vous disais tout à l'heure, donc celui qui a ressenti le souffle, Oui. Mhm. le souffle dans le lit, Oui. Mhm. et les phénomènes que nous on a vécu directement, donc l'histoire de la télé, les chiens qui grognent, etc., qui sont Ouais. dans la pièce qui est en dessous de la pièce Ouais, où se passe l'essentiel des phénomènes. Ouais. Mais le reste, les enregistrements, par exemple, que vous avez faits, tous ont été faits dans ces 2 pièces. Dans ces 2 pièces. Voilà. Le clavecin, le coup dans les murs, la chanson, les cris de bébé, les pas Voilà. d'enfant, tout ça. Hein. Tout ça sont dans les 2 pièces en question. Voilà, c'est ça. Et alors, comment avez-vous fait les enregistrements? Vous avez mis un magnétocassette à tourner, à enregistrer, et vous êtes parti? Voilà, tout à fait. Exactement ça. Mhm. Il y a eu une platine cassette, parce qu'au départ on l'a fait avec un magnéto, mais il y avait beaucoup trop de bruit parasite, il y avait trop de bruit de fond, donc on n'avait pas grand-chose en fait. Ouais, ouais. Donc après on a mis un matériel un peu plus sérieux pour avoir moins de bruit de fond, et là on a commencé à entendre, et on a fait aussi un enregistrement numérique qui a Mhm. permis de nettoyer les bruits de fond, Ouais. sur lequel qui lui par contre n'existe plus, ça je le sais. Ah, dommage. Que là- ah oui, c'est dommage, oui. Mais bon, la personne qui l'a fait est quelqu'un de très sensible à ça, et il voulait pas le garder. Ouais, ouais. Bon. Dommage. Écoutez, Dommage. on ne peut pas en tout cas tirer de conclusion, Pierre, là pour le on moment. ne peut pas tirer de conclusion, mais c'est un cas qui me paraît très intéressant à investiguer Mhm. pour aller plus loin, c'est-à-dire dialoguer, enfin discuter avec l'historien Bien sûr. de ce qu'il a fait, Mhm. entendre ces enregistrements, voire retourner sur les lieux. Est-ce que, Michel, Ouais. vous seriez disposé à éventuellement qu'on se rende sur les lieux avec vous? Un peu, on peut éventuellement voir ça, oui. Mhm. Et, et qu'est-ce que ça représente? Manifestement, vous semblez quand même assez, comment dire, pas choqué, mais assez impressionné, je dirais, par cette maison. Oui. Tous ces Ouais. phénomènes, pour vous, ça représente quoi dans votre vie? C'est-à-dire Pourquoi ça vous impressionne tellement? Je pense, comme je disais tout à l'heure, c'est que moi je suis quelqu'un au départ de très cartésien, de scientifique, technique, vous voyez. Et les choses qui ne s'expliquent pas, forcément, ça me surlupine, quoi. Vous exercez Voilà. quelle profession, si on peut dire? Moi, je suis intendant, moi. Je m'occupe justement de bâtiments. Mhm. D'accord, Voilà. vous êtes un connaisseur Mais justement bon, du bâtiment. J'ai un cursus scolaire scientifique, quoi. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Et en plus, la pierre, les fondations, les bâtiments, la construction, ça vous connaît, quoi. Bah, oui. Oui. C'est votre métier. Donc, vous savez de quoi vous parlez, quoi. Quand vous Voilà. parlez de coups de masse dans les murs, vous savez de quoi vous parlez. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Bien, écoutez, mon cher Michel, je crois que loin de se conclure ce soir, c'est, je dirais peut-être le début d'un dossier que l'on va suivre avec beaucoup d'intérêt, Pierre, Renaud et moi. Très volontiers, oui, si Michel est d'accord. Si Michel est d'accord, bien entendu. Oui, il faudra qu'on Bien en sûr. parle. Voilà, qu'on en Oui. discute hors antenne, qu'on se rencontre même éventuellement, et que l'on voit comment on peut avancer sur ce dossier qui promet d'être passionnant. Renaud Évrard, le dossier vous semble-t-il digne d'intérêt? Oui, si ça continue à se passer, si ça s'est passé pendant 16 ans et que le bâtiment n'est pas écroulé, allons-y. Oui, ouais. Tout à fait, c'est exactement la réflexion que je me faisais. Merci beaucoup Michel en tout cas, et à très bientôt en tout cas. Je vous en prie, à bientôt. Oui. Passez une Bonsoir, bonne fin de soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Stéphane Alix, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir à nouveau dans les Aventuriers de l'étrange, d'autant que vous êtes de plus en plus au cœur de l'actualité avec cette nouvelle association que vous avez créée. On en a parlé la semaine dernière, juste à la sortie de votre soirée fondatrice. Cette association s'appelle donc l'INRES. Rappelez-nous son objet et comment dirais-je, les membres éminents qui vous ont rejoint. L'objet d'abord de cette association. Alors l'objectif de l'INRES, qui est donc l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires,
c'est de centraliser un peu les connaissances qui ont été développées dans le monde de la psychiatrie et de la psychologie autour de ce que je qualifie de façon un peu sommaire les expériences extraordinaires, c'est-à-dire toutes les choses qui arrivent à des gens et qui ne reçoivent pas d'explication immédiate. Alors, on connaît par exemple les expériences de mort imminente, mais il y a aussi les expériences de rencontres avec des entités, de vision au seuil de la mort, d'extase mystique, enfin toutes ces choses qui arrivent dans notre quotidien ou de façon plus discrète et moins régulière dans la vie des gens, et qui ne sont pas explicables avec les canons de la science actuelle. Vous volontairement ou pas, vous excluez le terme de paranormal? Oui, parce que je crois que c'est un terme qui a une charge émotionnelle assez forte et qui, dans l'esprit du grand public, parfois peut prêter à certaines confusions. Donc moi, c'est pas anormal ou paranormal ce qui arrive à ces gens-là. Ce sont des choses qui arrivent et qui demandent à être simplement écoutées et entendues. Donc on a envie de développer et de sensibiliser le monde de la santé mentale en premier, les psychologues, les psychiatres. Ouais. Et par là même d'élargir le débat? Oui, vraiment. Je crois que on a peut-être mal posé les questions sur ces phénomènes. C'est-à-dire on aborde par exemple imaginons que quelqu'un ait perdu son papa et une semaine auparavant et que la veille ils disent avoir vu son papa au pied de son lit. Ouais. On va aborder ce témoignage en se disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Alors vous allez avoir d'un côté les gens qui ne croient pas aux esprits, qui vont dire mais non c'est pas possible, cette personne a halluciné. Et de l'autre côté, les gens pour qui la vie après la mort est une évidence, ils vont dire bah bien sûr il a vu son papa. Mais je trouve que c'est un peu arbitraire de vouloir se cantonner à ce genre de débat. Comment ? Se cantonner à ce genre de débat. Voilà, ça ne fait pas vraiment avancer les choses. Les gens qui sont sceptiques appliquent un scepticisme à mon sens justifié. Les gens qui sont croyants, à mon avis, utilisent et se nourrissent de cette expérience avec la richesse qu'elle présente. Mais dans les deux cas, il y a une décision arbitraire de statuer sur la réalité d'un phénomène ou au contraire son irréalité. Moi, j'essaie de suivre le réflexe qui est celui peut-être qu'utilisent certains psychiatres, certains psychologues que j'ai pu rencontrer, comme John Mack, le fondateur du département de psychiatrie de Harvard, comme Stanislas Grof, l'inventeur de la psychologie transpersonnelle, qui laisse un peu de côté cette question qui en même temps ne nous intéresse vraiment pas, à mon sens, mais qui au contraire essaye d'explorer l'expérience du témoin pour aller un peu plus loin que le simple débat vrai, pas vrai, irréel et réel. Et je prends l'exemple, par exemple, d'une personne qui a vécu une ENDE, qui est une des expériences extraordinaires les plus connues aujourd'hui et les plus étudiées par le monde médical. Vous avez une personne qui va avoir un arrêt cardiaque, mettons dans un accident de voiture, qui va vivre cette expérience de NDE, qui va être extrêmement puissante pour elle. On a des cas de gens qui ont des sensations et des émotions qui dépassent tout ce qu'elles ont pu vivre dans leur vie quotidienne. Et cette personne, à son retour, va vivre avec ce souvenir de cette rencontre avec une lumière, de cet amour inconditionnel, enfin de cette expérience très très forte qui peut être positive mais qui parfois peut être aussi négative. Ouais. Quoi qu'il en soit, elle va vivre avec la puissance de cette émotion. Ça va l'inciter dans les semaines à essayer d'en parler autour d'elle. Ça va l'inciter à essayer de peut-être réorienter sa vie. Elle se dit mais tiens, je fais ça dans ma vie, mais c'est peut-être pas ça qui est essentiel. J'ai envie de changer. Donc ça va amorcer un changement qui va aller en profondeur dans la vie de cette personne. Pour son entourage, s'il n'y a pas d'ouverture et de discussion possible, son entourage va avoir uniquement le trauma d'un accident, le trauma de quelqu'un qui a frôlé la mort et qui, Dieu merci, est revenu. Et du coup, il n'y aura aucune connotation positive à ce drame qui s'est passé dans cette famille. Du coup, vous allez avoir la personne qui a vécu l'expérience qui, elle, aura besoin d'en discuter, aura besoin de parler de ça, aura besoin de parler de ce moment qui, pour elle, dans la vie, aura été vraiment particulier et qui n'arrivera pas, même avec ses proches, parce que pour les proches, cet événement sera synonyme de drame absolu et on ne voudra pas revenir dessus. Donc, avec l'INRES, on n'a pas envie de dire, mais rassurez-vous, il y a une vie après la mort, chose qu'on ne peut pas savoir. On n'a pas les outils scientifiques aujourd'hui qui nous permettent de le prouver. En revanche, avec l'INRES, on a possibilité de diffuser de l'information, de diffuser des approches thérapeutiques qui ont été développées dans le monde depuis des décennies pour créer un climat de discussion favorable qui permette à cette femme qui a vécu cette NDE de pouvoir en parler plus librement et à son entourage de pouvoir accepter plus facilement l'expérience qu'elle a eue et qui va profondément changer sa vie. Et ça, on le rencontre sur les NDE.
mais on rencontre sur un certain nombre d'expériences. Moi, j'ai travaillé avec ce psychiatre américain John Mack qui travaillait avec des gens disant avoir été enlevés par des extraterrestres. C'est vraiment une histoire de fou. Mon réflexe premier en tant que journaliste il y a quelques années quand j'ai découvert ce phénomène, c'est de me dire non, ça vraiment je peux pas entendre ces trucs-là, c'est trop n'importe quoi. Et puis je me suis quand même forcé pour lire le travail de John Mack, pour découvrir la consistance de ce sujet. J'ai été estomaqué. Et quand vous avez en face de vous un témoin qui dit avoir vécu ces choses-là, et que vous voyez manifestement que cette personne est sincère, qu'elle souffre d'un trauma lourd qui déclenche même un syndrome de stress post-traumatique, tout d'un coup la question de savoir si ah là là mais est-ce que c'est réel ou pas, vous la laissez de côté et vous êtes assez subjugué par l'émotion de cette personne. Alors après, face à ce type de comportement, moi j'ai découvert avec encore une fois ce psychiatre qui était John Mack, mais ainsi avec plein d'autres professionnels de la santé mentale, qu'il existe des outils quand vous êtes face à une personne comme ça pour explorer un peu plus son expérience, savoir si dans son identité, dans sa psyché, il y aurait des raisons pour qu'elle invente cette histoire, pour que ça soit faux. Vous savez, un psychiatre, il est capable, après quelques années de pratique, de savoir quand même quand on lui raconte des histoires ou pas. Ouais. Il a à la fois des outils, il a à la fois son intuition qui lui permet de savoir un peu où il met les pieds. Donc, quelqu'un qui va avoir cette expérience professionnelle va être à même de dire au bout d'un moment, voilà, cette personne a un terrain qui serait favorable à une hallucination, qui serait favorable à l'invention de telle histoire, ou alors cette personne n'a aucun terrain favorable à l'invention de cette histoire. Et tout d'un coup, on peut prêter une attention différente au discours de ces gens-là, et puis s'apercevoir tout d'un coup que ce que votre témoin vous raconte, ça va être extrêmement similaire à ce qu'un autre témoin va raconter, et puis encore un autre, et puis encore un autre à l'autre bout du monde. Et là, on entre, à mon sens, dans une démarche qui est intelligente, d'accueil et de réception de ces histoires. Voilà, l'INRES va essayer de travailler à rendre recevables les histoires qui peuvent l'être, parce qu'aucun désordre mental ne serait à même de les expliquer autrement. Oui. Est-ce que le terme de compassion fait partie de cette approche ? Oui, indirectement, enfin dans le sens où d'écoute, où cette attitude d'ouverture et de respect des gens c'est ça, surtout. Est à mon sens quelque chose qui doit être évident et presque réflexe. Mais ça, je dirais que c'est ça fait partie de l'attitude normale d'un thérapeute.